Donc on va se connecter à la machine. Donc sous Windows, vous avez le protocole de bureau à distance. Vous tapez bureau à distance. Ça va vous permettre d'avoir une petite fenêtre. Vous tapez l'adresse de l'IP, naturellement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Moi, j'utilise Linux, donc je vais utiliser d'abord. Je vais me connecter à mon VPN et on va lancer Remina, qui me permet de faire l'équivalent sous Linux. Alors, pour se connecter à une machine, il faut son adresse IP, naturellement. Accepter le certificat numérique pour pouvoir s'y connecter, avoir un nom d'utilisateur qui a été créé sur le système, un mot de passe extrêmement compliqué et des fois un domaine. Là, je crois que ça sera pas nécessaire. Donc pensez, hein, quand vous travaillez en bas niveau, quand vous travaillez en analyse forensique, commencez pas à vous mettre des bâtons dans les roues. On va travailler tout le temps avec quoi? Avec une commande, une ligne de commande ou du PowerShell avec une élévation de privilège. Donc techniquement, je tourne en tant qu'administrateur, puisque on va faire des opérations critiques sur le système de fichiers, le système d'exploitation. Donc on n'a pas envie d'être emmerdé techniquement par un problème de permission. Donc je vais passer en plein écran. Ok. Donc, clic droit. Alors, PowerShell c'est bien, mais on va utiliser la ligne de commande. Ça devrait amplement suffire. Donc cmd.exe. Et clic droit. Ou là, Run as Administrator. Là, je suis sur un système en anglais, mais vous, en français, ça sera comme ça. Donc, déjà, comment je sais que je suis un administrateur? Ben, il y a écrit administrateur là en haut. Et quand vous êtes en admin, vous, d'office, le premier répertoire sur lequel vous vous trouvez, c'est dans Système Windows Système 32. D'accord? Ça va permettre de différencier un peu avec l'utilisateur normal. Qu'est-ce que j'entends par là? CMD? Quelle est la différence notable? Je n'ai pas administrateur et je suis dans mon répertoire. Je suis l'utilisateur THM Caten 6. Ok? Donc vous voyez la différence majeure? Ça plus le select command prompt. Là, je suis en select administrator command prompt. Donc c'est celui-ci que je veux. Ok, je vais zoomer un peu. Alors, maintenant qu'on est en administrateur, on va travailler avec nos outils. Donc, j'ai Eric Zimmerman Tool. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans, ce qui se passe dans Easy. Alors, on a MFT. Hein, je vais commencer à vous montrer. Donc, MFT, comment? Hein, ça va analyser les données des différents fichiers créés par le système de fichiers NTFS, tels que le MFT, le boot, etc., etc. Je vous en parlais précédemment. Tout ça, c'est des outils, hein, que je vous conseille euh, de télécharger si vous voulez vous mettre à l'analyse forensique. Et celui-ci, vous voyez que c'est une application qui est euh, via la GUI. Hein. Donc on extrait à partir de la ligne de commande et après on visualise via l'application, via l'interface de graphique. Ou même pas. Je vais voir si je peux le lancer. Ouais, non, c'est bien ça. Bon, la machine a pas l'air très très rapide. C'est quand tu veux, mon coco.
Voilà. Donc on arrive sur Easy Viewer. D'accord? Donc on a utilisé triage hein, pour exfiltrer les données. Je vous avais parlé un petit peu de triage. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a là-dedans. On a C, intéressant. Ah, et là je vois quoi? Eh ben on voit le fameux $boot, $logfile, $mft, $secure underscore, $sds. Hein. Donc grâce à ça, je peux extraire en utilisant l'outil mft ecmd.exe. D'accord? Donc on va s'en servir, on va travailler là-dessus. Et vous voyez qu'on a notre $extent que vous retrouverez en fonction des volumes. Hein, quand on extrait via triage, on a le programme data de l'utilisateur avec des choses intéressantes au niveau de Windows Defender. On a le répertoire notamment de l'utilisateur avec les ruches qu'on avait vues, les fichiers nt-user-dat hein, qui nous permettent d'extraire, hein, comme on l'avait fait la dernière fois, si vous vous rappelez un peu, en utilisant Cape. On a utilisé triage sur la machine du suspect. On a extrapolé, exfiltré des données. Ces données, maintenant, il faut pouvoir faire parler les preuves. Hein. C'est là, c'est tout l'art de l'analyse forensique. D'accord? Donc pensez à un truc hein, en ligne de commande, MFTech, MD, il utilise tout, mais vous ne pourrez pas prendre les log files. Qu'est-ce que j'entends par là? Je reviens dans C. Le log file, ça ne marchera pas. D'accord? Il y a une mise à jour qui va sortir pour qu'on puisse travailler là-dessus. Donc on va travailler sur MFT. Je vais vous montrer comment on fait ça. D'accord? Donc qu'est-ce que je veux? J'ai maintenant mon fichier MFT. Hein, j'ai le fichier MFT, je vais l'exfiltrer. Hein, je veux extraire les données en ligne de commande. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre juste l'endroit. Donc il est en train d'extraire. On voit qu'il nous dit que le type de fichier en effet c'est bien un MFT. Et il va nous enregistrer ça. Voilà, vous le voyez. En purple, on a notre fichier qui s'appelle, donc on a l'horodatage, hein, au niveau du timestamp, comme on dit, on a l'outil qu'il a utilisé, on a utilisé quoi? On a utilisé mfte cmd et on travaille underscore sur le fichier mft que je lui ai passé en paramètre et automatiquement ça se termine par output, sortie et ben, on lui a demandé un CSV. Donc là, c'est le cas. Donc maintenant, j'ai mon fichier CSV. On va pouvoir aller voir ce qui se passe. Vous voyez que vous avez maintenant un fichier qui est présent ici. On prend EasyViewer. Cette fois-ci, ça se passe. Vous l'avez compris avec l'interface graphique. Hein. Donc on a EasyTools, j'ai tous mes EasyTools. Moi, je vais dans triage, pardon. Skip logs, logs. Hein. Donc on voit différentes choses. Copy logs. Et dans C, j'ai pas. J'ai mon fichier. Donc les CSV, hein, c'est ce qu'on appelle les valeurs séparées par des virgules. C'est un type de fichier spécial qu'on peut créer, modifier dans Excel ou ouvrir dans d'autres. Hein. On peut l'utiliser dans Outlook, on peut l'utiliser également là, dans notre outil EasyViewer. Donc les ETL, hein, pour savoir, je vous mettrai les liens, c'est ce qu'on appelle un extracto chargeur, un extract transform load, ETL, c'est une séquence d'opérations portant sur les données. Hein, ça collecte un nombre illimité d'opérations et on travaille dessus. Ça nous permet en fait d'une technologie informatique intergicielle, comme on l'appelle, qui permet d'effectuer des synchronisations massives d'informations d'une source de données vers une autre. Donc je récupère tout ça et vous voyez que bah, on a bien notre petit tableur.
Donc maintenant, on va travailler dessus, hein, et je veux faire une recherche. Donc je vois les processus parents, enfants. Au niveau des liaisons, on va faire une recherche sur le fichier qui m'intéresse. D'accord? Donc, CTRL F, vous allez dans le Find and Replace et on va travailler sur notre fichier qui, moi, m'intéresse. Première occurrence, on a bien notre SCE setup. D'accord? Donc, on voit, on est à la ligne 52. Au niveau de nos paramètres, on a différents paramètres. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se trouvent dans le Windows Old, techniquement. On a nos logs. Comment je peux corréler l'information? Config, SRU. Donc si je dois chercher quoi? Je veux chercher la taille. Où c'est que je peux trouver cette information? Ben, il va falloir remonter. Qu'est-ce que je vois? Là, je vois, j'ai mon file size. Ok? Donc typiquement, on a quoi? Entry number, nombre au niveau de l'entrée, sa séquence, hein. Vous voyez que ça se fait de façon incrémentale. Donc les entrées, grosso modo, initialisent un numéro de séquence qui leur est propre. Si ça a été utilisé, hein, l'entrée au niveau des parents, le secondaire, le parent pass, c'est le chemin parent, hein, typiquement. Où est-ce qu'il se trouve au niveau du système de fichiers? Le nom du fichier, ce qu'on appelle le file name, son extension éventuellement, le file size, sa taille, sa référence et d'autres métadonnées qui nous serviront lors de l'analyse forensique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sa taille, il fait 49 152. Je l'ai juste là. D'accord? Donc ça, c'est important. Et si on doit parler de la grappe, donc quelle est la taille du cluster pour le volume, à partir de quel Triage a fait son opération d'exfiltration de données. Donc, pour pouvoir connaître la taille du cluster, en fait, du volume, cette fois-ci, on va pas travailler sur MFT, il nous faut travailler sur le boot. D'accord? Donc, on revient. Donc, quand on veut travailler sur la grappe, sur le cluster, on travaille sur notre boot, hein, et le MFT, vous l'avez vu, qu'est-ce qu'on avait travaillé? On travaillait sur quoi avant? On travaillait justement sur le premier record, hein, le premier enregistrement du volume, l'enregistrement de démarrage en volume VBR qui pointe vers le cluster où il se trouve. MFT stocke des informations sur les clusters où se trouvent tous les autres objets présents sur le volume. Ce fichier contient un répertoire de tous les fichiers présents sur le volume. Qu'est-ce que je viens de chercher? Je viens de chercher un fichier qui s'appelait MFT. On va fermer ça et ouvrir l'autre qu'on vient d'extraire. Ok? Il est où? On travaille sur MFT, maintenant on travaille sur boot. Donc là, c'est assez succinct. Donc on voit les numéros de série et au niveau du serial number de l'ID, on voit la signature, c'est bien du NTFS, on a notre point d'entrée, hein, au niveau de la correspondance des plages mémoire. Et je vous ai dit qu'est-ce qu'on veut. Quand on parle de cluster, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le cluster a toujours son entry point. On a vu quoi? Qu'on avait des pointeurs. Eh ben, l'entry point, c'est justement le pointeur qui nous permet de définir le début de la grappe du cluster. C'est ce que vous avez sous les yeux. D'accord? Donc, si on regarde sa taille, on a quoi? On a 512 bytes par secteur. D'accord? Des secteurs par cluster, par grappe, on en a 8. Et le cluster size, il fait quoi? Il fait 4096. Et si je dois m'intéresser au nombre totaux de secteurs, hein, sur le disque dur, on en a 606 millions 600
on en a 60 millions, pardon, 668 614. D'accord? Donc, comment je peux connaître la taille de la grappe pour le volume? Eh ben, on va regarder la taille, tout simplement. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'entry size au niveau du MFT. On a le mirror cluster block et on a le block number. D'accord? Donc, cluster size, 4096. D'accord? Puisque on veut récupérer la taille de la grappe pour le volume. Le volume, je l'ai extrait. Le cluster, c'est la grappe. Et qu'est-ce qu'il me dit? Cluster size, taille du cluster. On est sur 4096. D'accord? Donc voilà comment on récupère des informations simples. Hein. Encore une fois, on va pas tout utiliser. On va pas tout vous expliquer parce que c'est extrêmement compliqué. C'est un métier, pareil. Je vous montre des choses simples, mais voilà les techniques qu'on utilise. Maintenant, on va s'intéresser à la récupération des fichiers. D'accord? On va utiliser Autopsy, comme je vous disais, hein, qui est utilisé par les forces de police et autres. Et on va essayer de comprendre comment on peut récupérer les fichiers supprimés et récupérer les données. Ok? Donc la compréhension des systèmes de fichiers permet de savoir plus facilement comment les fichiers sont supprimés, récupérés, effacés, comme on l'a appris dans les deux tâches précédentes que je vous ai montrées. Un système de fichiers stocke l'emplacement d'un fichier sur le disque dans une table ou une base de données. Lorsque nous supprimons un fichier du système de fichiers, le système de fichiers en fait supprime les entrées qui stockent l'emplacement du fichier sur le disque. Hein? Rappelez-vous, table d'allocation. D'accord? Donc le système de fichiers, c'est ça en fait qui fait. C'est pour ça que je vous disais, on peut récupérer les données. Hein. Pour le système de fichiers, l'emplacement où le fichier existait est désormais disponible pour pouvoir à nouveau écrire. Hein. Disponible pour l'écriture ou non alloué. Deux cas possibles. Toutefois, le contenu du fichier sur le disque, il est toujours là. Hein. Tant qu'on ne l'a pas écrasé par le système de fichiers, comment je peux l'écraser? En écrivant des zéros, comme je vous le disais. C'est ce qu'on appelle du wipe, du wiping, qui permet de effacer vraiment le disque dur. Si jamais vous voulez revendre votre disque dur, je vous conseille de faire un wipe. Sinon, la personne à qui vous allez revendre votre disque dur, votre SSD, va pouvoir récupérer toutes les données dessus. Ok? Et typiquement, qu'est-ce que va faire? Eh ben, si c'est un espace non alloué ou disponible pour l'écriture, la prochaine fois que vous allez copier, enregistrer un document sur votre disque dur, installer un programme, cet espace va être écrasé par la copie d'un autre fichier, ok? Ou par le micro-logiciel du disque lors de la maintenance du disque. Typiquement, sur vos disques durs, sur vos SSD, on a ce qu'on appelle des micro-logiciels. C'est ce qu'on appelle plus communément des firmware. Ok? Le firmware peut également décider d'écraser, ok, et mettre des zéros. Comme ça, lui s'y retrouve. Hein. Il connaît les endroits de votre disque dur où il y a de la data stockée et les autres endroits qui sont disponibles pour l'écriture ou qui sont non alloués et qui vont être alloués par la suite. Ok? Pour maximiser l'espace d'utilisation de votre disque dur. Donc de même, il existe des données sur les disques sans différents clusters non alloués qui peuvent éventuellement être récupérés. Pour récupérer ces données, en fait, on doit comprendre la structure des fichiers, de différents types de fichiers et identifier le fichier spécifique à travers les données qu'on va voir. Typiquement, on sert d'un éditeur hexadécimal. Cependant, on n'abordera pas cette question là, aujourd'hui, on verra ça plus tard. Mais ce qu'on va faire, on va utiliser un outil qui fait le travail pour nous, qui identifie les fichiers supprimés dans un fichier image disque, et on va voir c'est quoi d'abord un fichier image disque, d'accord? Donc le disque image file. Alors, l'image disque, un fichier image disque, on parle plus couramment d'image disque, c'est un fichier qui contient une copie bit par bit d'un lecteur de disque. Une copie bit par bit enregistre toutes les données d'un fichier image disque, y compris les métadonnées. On parle plus typiquement d'une image. Ok? À partir d'une image, vous pouvez faire des sauvegardes d'une image disque. Ok? Et à partir de là, vous pouvez recharger votre système. C'est le niveau au-dessus de ce que je vous ai montré tout à l'heure.
Tout à l'heure, je vous ai montré les points de restauration, hein. Eh ben, je peux demander de faire quoi? Une image, hein. Donc, typiquement, c'est quoi? Sauvegarde? Paramètres de sauvegarde sous Windows? Créer une image système? Ah, créer une image système, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit une image système est une copie des lecteurs nécessaires à l'exécution de Windows. Elle peut comprendre des lecteurs supplémentaires. Une image système peut servir à restaurer votre ordinateur si votre lecteur de disque ou ordinateur s'arrête de fonctionner. Cependant, vous ne pouvez pas sélectionner d'éléments individuels à restaurer. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une image disque. Et c'est quoi une image disque? C'est un fichier qui va contenir copie bit par bit de votre disque dur. D'accord? Grâce à cet outil, créer une image système, vous pouvez faire ça. Soit vous allez le mettre sur un autre disque dur, typiquement je peux l'enregistrer sur, bon là, sur mon D, ok, soit le graver sur un ou plusieurs DVD ou Blu-ray et le sauvegarder sur un partage réseau, d'accord, sur un autre serveur, d'accord. C'est exactement ça une image disque. Grâce à créer une image système, vous pouvez sauvegarder votre système, créer une image, et le jour où vous avez besoin de réinstaller votre système, ok, vous chargez l'image. Windows s'installe à partir de votre image. Vous allez me dire, ouais, mais quelle est la différence? Bah, la différence, en fait, si tu veux, c'est que si tu utilises ton image, ton système, il aura déjà ses mises à jour. Ton système, il aura déjà tous ses pilotes. Ton système, tu auras déjà installé des applications que tu avais dessus. Ok? Si tu utilises l'image d'installation, l'ISO, qu'on appelle plus communément, parce que c'est au format .ISO généralement, ou DMG, eh ben, tu vas avoir un Windows à partir de 0, 9. Hein. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est quoi en fait? Votre DVD, votre CD d'installation Windows, quand vous l'achetez en version physique, c'est quoi? Ben, c'est une image, ni plus ni moins. C'est une image vierge du système d'exploitation. À partir de là, vous l'installez. Mais vous utilisez également une image que vous fournit Windows. D'accord? Microsoft, je veux dire. Et ben vous pouvez créer votre propre image. Comme ça, t'as pas besoin de réinstaller tes drivers. Tu repars pas à poil. Ok? T'as déjà toutes tes applications, t'as déjà toutes tes mises à jour, t'as déjà ton Windows qui a été configuré. Typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Quand vous installez votre ordinateur, vous réinstallez votre Windows. Une fois que vous avez installé votre antivirus, réglez vos pare-feux, installez vos applications, vos jeux vidéo. Une fois que vous avez fait toutes les mises à jour, vous avez paramétré votre Windows, je vous conseille, avant de faire quoi que ce soit et d'utiliser l'ordinateur, de faire une sauvegarde sur un autre disque dur, une copie. Mais ça va prendre de la place. Je m'explique. Mon Windows est installé sur un SSD 256 Go. Ok? Il y a de fortes chances que l'image que je vais en faire fasse plusieurs centaines ou en tout cas 50 ou 60 gigas. D'accord? Donc si vous avez de l'espace, n'hésitez pas. Ok? Commencez à faire une image d'un système neuf, récent, ça vous évitera les problèmes de virus, puisque c'est pareil. Si votre système est infecté et que vous faites une image, le virus va être stocké dans l'image. Vous allez recharger une image, mais l'image ne sera pas saine. Vous allez recharger à nouveau le virus. D'accord? Donc attention. Hein, faut bien comprendre tout ça, sinon on fait des bêtises. D'accord? Mais créez une image et ça vous évite de réinstaller votre Windows, passer des heures à vous faire chier, à reconfigurer votre système d'exploitation, installer vos applications. Ça vous évite tout ça. Vous allez charger votre image, il y aura tout qui est installé. Ok? Vos applications et tout. Vous avez juste à vérifier les mises à jour. Rentrer peut-être une clé CD sur tel ou tel logiciel, peut-être re-rentrer la clé CD de votre antivirus, et c'est réglé. Hein. Donc ça vous évite quoi? Des heures et des heures d'administration, tout simplement. Ok? Donc créez-vous des images, c'est le meilleur truc que vous puissiez faire. Ou après on a quoi? On a les sauvegardes. On a les sauvegardes full et incrémentales.
incrémental, je copie que les métadonnées, les données qui ont été modifiées entre deux sauvegardes, ou je fais un full backup, comme on dit dans le jargon. Une full, c'est-à-dire je copie l'ensemble, ok, du système de fichiers. Mais voilà, dans votre tête, premier point, le plus léger, le plus facile à faire, qui va prendre que quelques minutes, voire quelques secondes si vous êtes sur un SSD, le point de restauration. Ok? Mais en cas de gros pépin, c'est pas le point de restauration qui va vous sauver. Hein, c'est une sauvegarde. Juste au-dessus, on a la sauvegarde. Full incrémentale. D'accord? Et encore au-dessus, on a quoi? Tout est fusionné. C'est à la fois un point de restauration, c'est à la fois une sauvegarde complète de votre système. On appelle ça une image système. C'est le top du top. C'est ce qui prend le plus de place. D'accord? Donc, si vous avez un NAS, pensez à créer des images système, à écraser l'image système de la semaine dernière, à utiliser une image système au début, propre, que vous n'effacez jamais, et après, chaque semaine, chaque mois, je sauvegarde l'image système de mon système d'exploitation en cas de pépin. Si jamais mes données sont quoi? Sont chiffrées, je recharge mon image. Ok? Je m'en fous de perdre mes données, j'ai toujours un clone. Une image système, c'est un clone de votre système d'exploitation dans son intégralité. D'accord? Donc là, je diverge. C'est pas dans le cours, mais il faut comprendre tout ça. Donc une image disque, c'est une copie bit par bit qui enregistre toutes les données d'un fichier d'image disque, y compris les métadonnées, dans un seul fichier. Ainsi, en effectuant les analyses médico-légales pour nous, on peut faire plusieurs copies de preuves physiques, c'est-à-dire du disque, et les utiliser pour notre enquête. Je vous ai dit, on travaille jamais sur les preuves physiques. C'est le meilleur moyen que les preuves soient non recevables quand vous allez devant la justice. Ok? Donc, on est professionnel, on travaille tout le temps sur des copies, sur des clones. D'accord? Et si vous n'avez pas le choix, il y a du matériel informatique qui permet en police, en analyse forensique, en criminalistique, de protéger l'écriture des données sur le disque dur. Ok? Donc, la preuve originale, elle sera jamais contaminée lors d'une analyse forensique, criminalistique. Et ensuite, le fichier image disque peut être copié à l'infini sur d'autres disques et analysé sans utiliser de matériel spécialisé. C'est l'avantage, puisque le matériel coûte extrêmement cher, comme je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo. Donc récupération de fichiers, on va utiliser autopsie. Autopsie avec un Y en anglais qui veut dire exactement autopsie en bon français. On fait de l'analyse médico-légale. On passe pas notre temps à disséquer des cadavres. C'est pas notre délire. Nous, on dissèque des disques durs, on dissèque des clés USB, on dissèque des ordinateurs, du hardware. Ok? On veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On veut savoir ce qui s'est passé. On veut détecter la cyberattaque, etc., etc. D'accord? Donc l'analyse forensique, ça demande de très bonnes compétences en informatique. Je vous ai toujours dit, ce sont les meilleurs informaticiens qui travaillent en analyse forensique, ok, pour faire ce travail. Donc, on va récupérer les fichiers supprimés. Vous avez des cours aussi sur autopsie que je vous avais déjà donné précédemment. Là, on va sur notre machine virtuelle lancer autopsie et on va voir à partir de là qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord? Donc je vous mettrai en lien la précédente vidéo et je vous mettrai ma vidéo que je vous ai faite sur les bases, comment trouver des artefacts sur un disque, avoir toute la connaissance. Pourquoi? Dans la précédente vidéo, les deux précédentes vidéos que je vous avais faites, je vous avais montré comment, lors d'une fuite de données, on avait un insider dans une grosse boîte qui avait fait fuiter des données. Je vous avais montré comment, avec autopsie, on peut savoir ce qu'a fait seconde par seconde l'employé avec son ordinateur et où il a copié les données pour les revendre à l'extérieur. D'accord? C'est utilisé par le Homeland Department of Security and Science, c'est utilisé par la police, c'est utilisé par le FBI. Autopsie, c'est un des meilleurs outils sur le marché. Toute la suite EasyTools, triage, autopsie, c'est vraiment
la pierre angulaire, hein, quand on parle de forensique. C'est une suite, hein, on va conjuguer tous ces outils. Pourquoi? Pour parvenir à nos fins. D'accord? Donc on va lancer notre petit chien avec sa loupe, c'est autopsie, et on va venir exploiter la cible. Donc on va se créer un case, hein. Vous avez entendu parler des call cases, hein, typiquement lors d'une enquête, on crée un cas, hein, un case, c'est un nouveau cas, c'est notre enquête, d'accord? Donc typiquement, je vous ai dit, je vous avais parlé de la classification qu'on utilise au sein du FBI. Ça sera pas nécessaire pour l'exemple d'aujourd'hui, mais typiquement on a des identifiants et une nomenclature qui va permettre de retrouver en fait, hein, quand vous versez des preuves au dossier, vous devez, c'est pas propre aux États-Unis, on le fait également en France, vous devez euh, identifier et avoir une certaine nomenclature au niveau des preuves, ok? Des preuves qui seront recevables devant un grand jury, ou en tout cas devant magistrat, procureur et juge. Donc on va se créer un cas. Donc le case, non, on va l'appeler prototype, d'accord? Et je vais lui demander d'enregistrer ça en single user. Il n'y a que moi qui travaille dessus et on va s'enregistrer ça sur le bureau que vous voulez. Ça va mettre sur le bureau, tant qu'à faire. Next. Donc vous voyez automatiquement, il va créer un dossier avec le nom du case, hein, ici, en l'occurrence, c'est le prototype. On a un number, hein, pareil, on a un identifiant par dossier. Là, on travaille sur notre enquête. C'est un exemple, je n'ai pas besoin de lui spécifier, donc je mettrai quelque chose de trivial, je vais l'appeler 1. Et ensuite, généralement, l'enquêteur rentre son nom, son numéro de téléphone, son adresse mail et les notes. Hein, ça, c'est spécifique. Ça va permettre après de retrouver l'enquêteur qui a travaillé sur les preuves et on peut facilement communiquer avec lui puisque une fois que les preuves ont été envoyées ailleurs, hein, on a les contacts des officiers qui ont travaillé au sein de la police scientifique et on peut facilement les joindre pour avoir de plus amples informations sur l'enquête. Donc là, je vais laisser un tel quel, si ça vous dérange pas. Voilà. Donc ça génère la structure. On se retrouve sur le at data source. Donc veuillez ajouter des données au niveau de la source. Donc nous, ce qu'on va faire, on va faire generate new host name based on data source name. Donc générer un nouvel hôte basé sur le nom de la source. Ok, je peux lui spécifier un autre nom d'hôte ou je peux utiliser un hôte qui est déjà présent. Nous, on va travailler là-dessus. Je lui fais next. Ensuite, il vous demande au niveau de l'intégration, ok, quelle source de données, quel type de données on veut avoir. Nous, là, on va travailler sur l'analyse d'une image disque. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un fichier VM ou une image disque, d'accord? Vous voyez que vous avez des disques logiques, des fichiers logiques, des images avec de l'espace qui a été non alloué, l'autopsie, hein, au niveau des résultats en termes logiques, et ensuite on a le text export qu'on appelle le XRY. Mais ça, je ne vais pas développer. Pour l'instant, nous, on travaille sur un disque image et sur une VM. Ensuite, le pass, hein, le chemin, l'emplacement de la source des données. Alors là, vous l'avez compris, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir travailler sur notre cible. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez un fichier bizarre. Hein, vous connaissez, vous, cette extension 001? Vous allez apprendre à la connaître. Typiquement, ce sont les fichiers qu'on va pouvoir intégrer via Autopsy. D'accord? Et au niveau des métadonnées, vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est quoi ça? Si je regarde un peu.
Détail. USB 001. Security. Pickup hub. Il sait pas trop comment l'utiliser. Non, mais vous inquiétez pas, c'est ce qu'on va venir charger. D'accord? On va le laisser en autodétect, hein. Donc là, on a indiqué l'emplacement de la source de données. On a notre image 10 qui s'appelle USB 001. On est bon. Au niveau des valeurs de hash, je m'en fous. Alors, là, on arrive sur l'ingest, hein. Vous savez que, ou pas, on a ces techniques, hein, qu'on appelle l'ingest et le digest. Ok? Le digest, il est plutôt utilisé en cryptographie. Là, au niveau de l'ingest, hein, c'est ce qu'il veut ingérer, hein, typiquement. Vous l'avez compris, c'est quoi? C'est-à-dire tous les types, hein, qu'on veut récupérer concernant. Donc là, on va récupérer le plazo aussi, si on les a. On va voir. Mais ça peut prendre du temps. Mais vous voyez que ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ok? Donc comme j'ai pas envie de passer des heures, en fait, je vais quoi? On va travailler que sur la base. Donc je désélectionne tout. Ok? Mais vous voyez qu'on récupère énormément de choses. On va pouvoir travailler sur des images, sur des vidéos, récupérer de la donnée de drone, travailler sur des règles Yara pour trouver des traces de compromission, analyser des iPhones via l'iOS Analyzer. Je peux analyser des téléphones Android. Je peux quasiment tout faire. Regarder l'intégrité des données, travailler sur des machines virtuelles, retrouver tous les fichiers intéressants, voir s'il y a du chiffrement, hein, travailler, rechercher des mots-clés, rechercher des fichiers précis, trouver des patterns, des extensions, hein, utiliser des fonctions de hachage pour récupérer éventuellement des choses qui sont pertinentes et détecter en fait tous les types de fichiers qui sont présents au niveau du volume. On va faire simple. Donc là, il travaille. Là, vous voyez que ça a été plutôt rapide. Je fais finish et on est parti. Donc, je vous avais déjà un peu montré comment ça fonctionne, hein. On a nos différentes options qui sont là. Là, il nous dit bien qu'on travaille sur l'autre qui s'appelle, notre image, on l'a vu, USB 001. Petit à petit, il va venir lister les différentes tables. Le thumbnail, hein. Donc c'est une sorte, grosso modo, d'empreinte, hein, au niveau de nos fichiers. Et là, j'ai toute l'arborescence. L'arborescence, c'est extrêmement efficace puisque pour moi, elle va me permettre de gagner beaucoup de temps. Elle va trier les données, hein, en fonction des besoins spécifiques que moi, j'en ai. Hein. Je vais récupérer automatiquement l'espace non alloué, étendu, les fichiers orphelins, les informations sur le système de fichiers, etc., etc. Après, les fichiers au niveau de leurs extensions, le résultat des analyses. Je peux voir les différents comptes qui ont été créés, hein, avec leurs seeds respectifs. Vous savez que sous Windows, on a des seeds en fonction de chaque utilisateur. Et après, vous voyez que dans la fenêtre du bas, je peux directement visualiser les données et différentes autres données. D'accord? Donc, tout ça, le panneau de gauche, c'est la base. Vraiment, hein. Les sources de données affichent les sources de données que nous avons ajoutées à l'autopsie et on va pouvoir ajouter d'autres sources. Les menus vue de fichiers et balises montrent que l'autopsie a trouvé le traitement des données. Donc c'est ce qu'on veut. On va trier, on va bosser sur les data sources et on va aller voir un peu plus précisément, plus profondément quoi? Bah, notre périphérique qui s'appelle USB 001. D'accord? Je veux le contenu de toute l'image. Ah, là ça devient intéressant. Ok? On récupère. On récupère pas mal de trucs, hein. On voit que j'ai des fichiers texte, par exemple. Je peux travailler là-dessus. J'ai quoi? J'ai l'offset de décalage, j'ai en hexadécimal et j'ai la traduction, hein, en ASCII.
le texte, OS account, donc toutes les métadonnées du fichier. Je peux mettre des annotations pour mon enquête, etc., etc. D'accord? Donc on voit que le contenu du fichier est affiché sur le côté droit et tous les fichiers et dossiers présents sur le disque, ils sont répertoriés dans les onglets supérieurs. Dans les onglets inférieurs, on a le détail sur les fichiers sélectionnés qui sont affichés et on a plein d'options que vous pouvez voir. Ok? Ça va nous permettre de consulter et trouver toutes les informations pertinentes, intéressantes. Donc, notez la marque X sur le dernier fichier de capture d'écran. Qu'est-ce qu'on voit là? Regardez cette marque XXX. Et qu'est-ce que je vois? Je vois New Microsoft Excel Worksheet. D'accord? Donc ça attire mon œil. J'ai un petit X et je vois une nouvelle feuille de calcul Excel avec un fichier .tmp. Hein? Pourquoi vous pensez qu'il y a cette marque X? Quelle est la différence, vous pensez? Tout simplement, c'est un indicateur extrêmement utile pour nous. Pourquoi? C'est-à-dire que le fichier il a été supprimé. Qu'est-ce que vous voyez? Les 3 derniers fichiers ont été supprimés. J'ai tout en bas mon tryacme.txt, c'est un fichier texte, il a l'extension txt. J'ai tryacme.xlsx, je sais que c'est un fichier Excel hein, qui a été effacé, et j'ai une worksheet Excel, également ma feuille de calcul qui a été supprimée. Donc tout de suite, quand je regarde au niveau de mon image, je sais que ces 3 fichiers, ils ont été supprimés. Pourquoi on les a supprimés hein? Ça va être la question, il va falloir déterminer. Mais dès que vous voyez une marque, c'est que le fichier a été supprimé, et après, on peut, grâce à notre souris, extraire les fichiers qui ont été supprimés. Ça sera moi quand je fais un clic droit et j'ai l'option Extract Files, extraire le fichier. Là, il me demande où extraire. Hein. Donc, je travaille dans quoi? Je travaille dans mon prototype sur mon bureau, et il y a l'export. Automatiquement, il crée une nouvelle sous-arborescence. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'extraire le fichier. Maintenant, vous l'avez compris, on a quoi? On a dans prototype. Alors, où est-ce qu'il me l'a mis? Alors, extract, export, et on a le fichier qui est présent ici. Donc là, vous voyez que quoi? Que le fichier 0 KB. Ok. Voyons ce texte. J'essaie de le récupérer, je l'extrais. Il l'extrait également. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Ah, là, il fait 1 kg. Ok. Donc, vous voyez qu'on récupère, en fait, à partir de fichiers supprimés, on peut à nouveau les extraire et récupérer le contenu. Ok? Là, vous allez me dire, ah ouais, mais attends, pourquoi il y avait 0? Tout simplement, c'est parce que on a créé le dossier, enfin le worksheet, ok? La feuille de calcul sous Excel, mais il n'y avait aucune donnée qui était présente dedans. D'accord?